Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, l'actualité. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion d'urgence sur la situation au Venezuela et Delcy Rodriguez prend la présidence par intérim du Venezuela. L'Union africaine condamne les attaques contre le Venezuela et réaffirme son attachement à la souveraineté des États. Pour sa part, le pape Léon appelle au respect des droits de l'homme et à la souveraineté du Venezuela. Génocide à Gaza, le bilan continue de s'alourdir. 71 386 martyrs et 171 264 blessés malgré le cessez-le-feu. Au Yémen, la télévision officielle confirme l'arrivée des forces de Dera al-Watan à Al-Mukalla. Et enfin, Algérie-Mauritanie, renforcement de la coopération sécuritaire en vue entre les appareils de police des deux pays. Bonsoir et bienvenue dans l'actualité des derniers événements au Venezuela. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra lundi une réunion d'urgence sur l'opération américaine contre le Venezuela qui a abouti à l'enlèvement du président Nicolás Maduro et de son épouse dans la capitale Caracas, a indiqué la présidente du Conseil. Pour rappel, samedi, les États-Unis ont lancé une opération militaire et arrêté le président vénézuélien Nicolás Maduro ainsi que son épouse dans la capitale Caracas avant de les transférer hors du pays. La Cour suprême de justice du Venezuela a ordonné à la vice-présidente Delcy Rodriguez d'assumer immédiatement les fonctions de présidente par intérim après l'arrestation par les États-Unis du président Nicolás Maduro. L'ordonnance précise également que le rôle de Delcy Rodriguez en tant que présidente par intérim doit être exercé immédiatement. Se ordena. Il est par la présente ordonné à Delcy Lonia Rodriguez Gómez, vice-présidente exécutive de la République, d'assumer et d'exercer tous les pouvoirs, devoirs et prérogatives inhérents à la fonction de présidente de la République bolivarienne du Venezuela, déterminer le régime juridique applicable pour garantir la continuité de l'État, la gestion du gouvernement et la défense de la souveraineté en cas d'absence forcée du président de la République. En raison de l'absence forcée du président de la République, compte tenu de la situation exceptionnelle causée par l'enlèvement du citoyen Nicolás Maduro Moro, le président de la République est déclaré institué comme étant dans l'impossibilité matérielle et temporaire d'exercer ses fonctions. Toujours au sujet de la situation au Venezuela, l'Union africaine a affirmé à travers un communiqué suivre avec une vive considération les récents développements au Venezuela, y compris les informations faisant état de l'enlèvement du président Nicolás Maduro, ainsi que d'attaques militaires contre les institutions vénézuéliennes. Dans le communiqué, l'Union africaine réaffirme son attachement indéfectible aux principes fondamentaux du droit international, tout en exprimant sa solidarité avec le peuple vénézuélien et en réitérant son engagement en faveur de la promotion de la paix et du respect mutuel entre les nations et les régions. L'Union africaine appelle l'ensemble des parties concernées à faire preuve de retenue, de responsabilité et de respect du droit international afin de prévenir toute escalade et préserver la paix et la stabilité régionale. Et suite à l'arrestation du président Nicolás Maduro par les États-Unis, le pape Léon a appelé au respect de la souveraineté du Venezuela et des droits de l'homme lors de l'Angélus. Préoccupé par cette crise, il exhorte à la paix et au bien-être du peuple vénézuélien. Con animo colmo di preoccupazione
C'est avec une profonde inquiétude que je suis l'évolution de la situation au Venezuela. Le bien du peuple vénézuélien bien-aimé doit primer sur toute autre considération et conduire à la fin de la violence et à l'engagement sur la voie de la justice et de la paix, garantissant ainsi la souveraineté du pays. Il est essentiel d'assurer le respect de l'État de droit inscrit dans la Constitution, de respecter les droits humains et civils de chaque personne et de travailler ensemble à bâtir un avenir pacifique de collaboration, de stabilité et d'harmonie en accordant une attention particulière aux plus démunis qui souffrent des conséquences de la situation économique difficile. C'est pour cela que je prie et que je vous invite à prier. Per questo prego e vi invito a pregare. Des manifestants de gauche se sont rassemblés ce dimanche devant l'ambassade des États-Unis à Madrid pour condamner les frappes contre le Venezuela et l'enlèvement de son président de longue date, Nicolás Maduro. Le président américain Donald Trump a promis de placer le pays sous contrôle américain pour le moment, suite à l'opération spectaculaire menée dans la nuit, même si les responsables vénézuéliens ont juré de résister. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a déclaré que son pays ne reconnaîtrait pas une intervention américaine au Venezuela qui viole le droit international. Ça arrive dans un film et on se dit c'est de la science-fiction. Ils attaquent un pays souverain, c'est peut-être un dictateur, je ne le conteste pas, mais ils attaquent un pays souverain pour une raison très claire, le pétrole. Ils ne s'en cachent pas. On pourrait être les prochains, c'est pour ça qu'on est venu, pour que ce ne soit pas notre tour. Nous sommes confrontés à un crime contre l'humanité. Il s'agit du gouvernement d'un pays qui pénètre dans un autre, enlève le président, bombarde la capitale. Cela mérite une protestation. Il est regrettable que certains de mes compatriotes vénézuéliens célèbrent le coup. C'est un crime contre notre nation, car intervenir sur notre territoire, contre notre peuple souverain, est un acte d'agression, quel que soit l'angle sur lequel on l'envisage. Et toutes les lois internationales sont conçues pour empêcher que cela ne se produise, car il s'agit d'une agression militaire et pratiquement d'un acte de guerre. María Corina Machado est une femme qui ne devrait pas occuper le poste. Elle n'aurait pas dû recevoir le prix qu'elle a eu, car elle incite à la guerre. Elle a incité le peuple vénézuélien à descendre dans la rue. Et je ne pense pas qu'il soit juste qu'il lui ait décerné ce prix en premier lieu. Et deuxièmement, qu'il la veuille comme présidente du Venezuela. Toujours en Espagne, les manifestations ont éclaté également à Alicante pour dénoncer l'enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro. Les protestataires ont exprimé leur solidarité avec le peuple vénézuélien et le rejet de toute ingérence étrangère. Depuis les attaques militaires américaines à Caracas, de nombreux experts en droit international et organismes onusiens condamnent ces interventions, les qualifiant de violations flagrantes de la souveraineté nationale et de la Charte des Nations Unies. Et pour plus de détails à ce propos, se joint à nous depuis Lyon, Karim Belgassem, expert en géopolitique. Karim, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors pour commencer, au-delà de ce qui est convenu jusque-là, en ce qui concerne cette séquestration et emprisonnement du président vénézuélien par les États-Unis d'Amérique, quels sont les autres aspects du droit international violés par Washington jusque-là ? Alors, il y en a beaucoup, c'est incontestablement une violation de droit international, puisque son usage a été réécrit par M. Trump depuis 2025. M. Trump se conforme uniquement à la doctrine Monroe, il agit dans sa zone d'intérêt du Groenland au Venezuela en passant par le Mexique. C'est le temps des canonnières qui est revenu. Rappelons que M. Trump a bombardé en 2025 le Nigeria, la Somalie, la Syrie, l'Iran, le Yémen. Et donc, depuis le début de son second mandat,
pas, la notion de droit international a perdu sa portée normative et opérationnelle et elle est davantage remplacée par une logique de rapport de force où la puissance et la transaction dictent les règles. L'exception sécuritaire ou dans le cas du Venezuela, le narcotrafic, ça sert simplement à justifier la violation du droit international comme réponse légitime à la concurrence géopolitique. Et nous le savons, les institutions internationales se retrouvent dégradées. Le Conseil de sécurité de l'ONU est de plus en plus instrumentalisé pour valider des positions géopolitiques plutôt que pour arbitrer selon le droit, les tribunaux et les traités, qui, eux, perdent de leur légitimité lorsque les acteurs majeurs appliquent les règles de façon sélective. Donc, concrètement, cette dérive normalise l'impunité en faisant de l'usage de la force un levier de négociation et en encourageant d'autres acteurs à imiter ces méthodes. Principe d'autodétermination est redéfini au gré d'intérêts stratégiques et d'accords transactionnels, tandis que l'affaiblissement des normes internationales alimente davantage une course aux sphères d'influence entre grandes puissances, augmentant l'instabilité régionale. Et j'ajouterais, on l'a vu que M. Netanyahou a été condamné par la Cour pénale internationale, mais il peut se déplacer comme il veut. Donc ça confirme tout ce qui s'est passé en l'an 2025, à savoir un deux poids deux mesures, et puis une hégémonie américaine qui affirme de plus en plus son identité. Maintenant, la question qui se pose, c'est à qui tour ? Qui sera la prochaine victime, que ce soit en Amérique du Sud ou principalement au Proche-Orient ? À votre avis, quel est l'impact de ce développement sur l'état des relations internationales à l'avenir et du multilatéralisme comme principe fondateur de la Charte des Nations Unies ? Écoutez, bien malin qui pourra le dire, mais 2026 voit la confirmation et l'enterrement du droit international. Donc, c'est un mauvais signal qu'envoie M. Trump pour les autres puissances. Alors, on peut parler de la Chine ou d'autres puissances plus ou moins importantes. Et les Européens, tant bien que mal, se réfugient toujours derrière le droit et certains principes. Mais les pays du Sud global ont rappelé à maintes reprises, ainsi que certains pays des BRICS, aux pays occidentaux, que vous ne dominez plus le monde et que vous avez l'indignation sélective. On va reparler une nouvelle fois de ce qui se passe à Gaza. Donc, ce sont des mauvais signaux qui vont inciter, par exemple, M. Netanyahou à poursuivre son génocide et tous les actes odieux qu'il est en train de produire. Donc, ça va confirmer une instabilité qui va aller crescendo. Alors, jusqu'où, on n'en a aucune idée, mais on a l'impression que les plaques tectoniques du globe bougent, et M. Trump encourage une certaine instabilité. Et jusqu'où ira-t-il ? Je pense qu'il ne se fixe aucune limite, puisqu'il est vraiment dans le rapport de force et la loi du plus fort. Et c'est pour ça que je vous disais précédemment que le droit international semble définitivement enterré. Très bien. Le Conseil de sécurité se réunit demain lundi. À quoi pouvons-nous peut-être nous attendre comme décision ? Malheureusement, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Nous aurons évidemment des indignations poliment affirmées. Certaines seront sincères, mais il ne va pas en ressortir grand-chose, puisque la Chine et la Russie sont préoccupées par plusieurs choses. La Russie est préoccupée par le conflit avec l'Ukraine, et quelque part, ce qu'a fait M. Trump hier confirme précisément ce que M. Poutine a fait en Ukraine, et je ne vois pas pourquoi et comment le processus de paix en Ukraine va pouvoir se régler très rapidement. Donc on risque d'assister à une indignation générale, ça c'est certain, mais qu'est-ce qui va en advenir après ? Ce qui nous préoccupe, c'est plutôt l'avenir du Venezuela. Combien de temps la vice-présidente va pouvoir être en place, et quid également du prix Nobel de la paix, Madame Machado, qui, je le rappelle, a des liens étroits avec les États-Unis et surtout avec Monsieur Benjamin Netanyahou, puisque l'objectif de Monsieur Trump, c'est d'installer un régime libéral au Venezuela, davantage affilié à Israël, comme l'est également l'Argentine. Son but, c'est de tuer définitivement le socialisme, et tous les pays comme la Colombie, d'ailleurs, qui peut être le prochain sur la liste, qui ont dénoncé les génocides commis à Gaza. Donc, attendons de voir ce qui va se passer aussi pour la suite au Venezuela. Karim Belgassem, je rappelle que vous êtes expert en géopolitique. Vous étiez avec nous en direct depuis Lyon. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci pour tous ces détails.
Merci, bonne soirée. Pareillement, merci. Alors, dans la suite de ce journal, je vous laisse à présent écouter le récit de l'attaque américaine récente racontée par les soldats vénézuéliens. Nous ne pouvions pas le permettre. Nous avons uni nos forces pour les faire partir, car ils ne pouvaient pas atterrir là. S'ils avaient atterri dans notre unité, ils l'auraient prise, et nous ne pouvions pas le permettre. Nous avons défendu notre unité car nous savions qu'ils voulaient y atterrir. Lorsque l'hélicoptère a commencé à descendre, nous avons dû réagir. Sinon, ils auraient pris notre unité. Nous sommes un peuple libre et nous ferons tout pour défendre notre patrie. J'ai entendu l'explosion, j'ai entendu un sifflement, juste un sifflement. Puis soudain, plus rien. On a senti le choc. Quand je me suis relevée, tout était déjà en ruine. Tout était détruit, absolument tout. Les cartons, tout. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu de fortes explosions à Simón Bolívar, dans le district de Los Chinos. L'explosion m'a réveillée, je regardais par la fenêtre qui donnait sur les montagnes. Je tenais fermement la main de mon père car il était à côté de moi. Et quand je me suis tournée vers la fenêtre, j'ai vu les montagnes en flammes. J'entendais les hélicoptères qui passaient au-dessus de ma tête et le bruit des explosions qui se succédaient. Sur le plan économique, ce changement de gouvernement au Venezuela pourrait bouleverser l'OPEP en modifiant la gestion de ses réserves de brut les plus importantes au monde. Actuellement sous sanctions américaines, le pays exporte son pétrole sous le prix du marché, principalement vers la Chine. Une transition politique pourrait lever ces sanctions, réintégrer le brut vénézuélien sur le marché occidental, restructurer la PDVSA en faillite et forcer l'OPEP à recalibrer sa production. À Gaza, le bilan de l'agression génocidaire sioniste ne cesse de grimper, atteignant les 71 386 martyrs et 171 264 blessés, en majorité des femmes et des enfants selon les autorités sanitaires palestiniennes. Les corps de 3 martyrs ainsi que 13 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, a indiqué la même source, notant que les corps de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. Sur la plage de Gaza, des dizaines de familles déplacées vivent dans des tentes de fortune au milieu des ruines et des destructions. La guerre a peut-être cessé, mais pour toutes les familles gazaouis, l'espoir ne tient qu'à un fil. Plus de détails dans ce commentaire, Maria Chouillard. Sur cette plage transformée en campement, des dizaines de familles déplacées s'entassent dans des tentes de fortune. Chacune porte le poids d'une histoire de fuite, de perte et d'espoir fragile. Dès qu'il pleut, leur abri se transforme en cauchemar et chaque nuit devient une lutte pour protéger leurs enfants. Je suis déplacée depuis 2 ans et nous vivons sous une tente. Notre vie est difficile et précaire. La tente est délabrée et l'eau s'y engouffre dès qu'il commence à pleuvoir. Bien sûr, je crains que mes enfants ne se noient et nous ne pouvons pas dormir quand il pleut, surtout la nuit, car nous devons vérifier l'état de la tente, évacuer l'eau qui s'infiltre et mettre des sacs de sable autour. La guerre a cessé depuis un certain temps, mais nous ne ressentons pas le cessez-le-feu. Autour de toute cette tente, les destructions sont totales, maisons réduites en gravats, rues désertes, souvenirs effacés. Mais la vie continue malgré tous les crimes commis autour. Ici, chaque regard est une question silencieuse. Que restera-t-il après le prochain souffle de violence? Le cessez-le-feu donne un moment pour respirer, mais combien de temps durera-t-il? La bande de Gaza a subi de nombreuses agressions ces 2 dernières années. Ces agressions étaient incroyables et sans précédent. Elles ont touché tous les aspects de la vie dans la bande de Gaza. Elles ont détruit toutes les infrastructures, la plupart des maisons, des églises et des mosquées. Presque tout a été ciblé, démoli et détruit. Entre la mer et les ruines, ces familles cherchent simplement un endroit sûr pour tenir, un refuge, une sécurité, un moment pour respirer dans un monde qui semble les avoir oubliés.
Les forces de Der'a al-Watan relevant du gouvernement yéménite sont arrivées ce dimanche dans la ville côtière d'El Moukalla, capitale de la province de Hadramaut, à l'est du pays, au lendemain du retrait des éléments de conseil de transition du Sud. Selon la télévision publique Al-Yaman, ces forces ont accédé à la ville. Des images diffusées montrent leur arrivée, tandis que des habitants se rassemblent le long de la route pour saluer les soldats déployés. Al Moukalla constitue la principale ville de Hadramaut. Elle abrite le port maritime d'Al Moukalla, le terminal pétrolier d'Al Daba, ainsi que de l'aéroport international d'El Rayyan. En Algérie, à présent, le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, a participé dimanche par visioconférence à la réunion de coordination du groupe des 8 pays dans le cadre de l'OPEP+, qui regroupe l'Algérie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Irak, le Kazakhstan, le Koweït et le Sultanat d'Oman et la Russie. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi régulier de la situation du marché pétrolier mondial et du renforcement de la coordination entre les 8 pays engagés dans la déclaration de coopération OPEP+, qui applique des ajustements volontaires à leur niveau de production. Le directeur général de la Sûreté nationale Ali Badawi a reçu dimanche à Alger une délégation policière de haut niveau de la République islamique de Mauritanie, conduite par le directeur général de la Sûreté mauritanienne, le général de division, et ce dans le cadre du renforcement des relations de coopération policière entre les deux pays. Votre visite, qui reflète la volonté commune entre nos deux pays, représente une précieuse opportunité pour poursuivre le renforcement de la coopération policière et avancer vers l'établissement d'un partenariat solide et durable dans le domaine de la sécurité. Elle vise également à activer des initiatives policières et à instaurer une réalité sécuritaire commune. Outre la coopération bilatérale, le mécanisme de coopération multilatérale ne cesse de mettre en évidence la convergence des points de vue de nos deux pays sur de nombreuses questions essentielles, tout en soulignant leur contribution à la résolution des problèmes sécuritaires dans notre région, notamment face aux défis actuels dans le monde, en particulier dans la région arabe et celle du Sahel. Dans ce contexte, je souhaite exprimer mes salutations les plus sincères et saluer le niveau de coopération entre nos deux pays frères, ainsi que les importantes réalisations récemment accomplies par l'État algérien, parmi celles-ci la route stratégique reliant Tindouf à Zouéret, qui vise à renforcer la coopération économique et sécuritaire entre les deux pays. Une délégation parlementaire de la République de Corée conduite par la vice-présidente du groupe effectue une visite officielle en Algérie du 4 au 6 janvier. En cours, la délégation a été accueillie au salon d'honneur de l'aéroport international Ouali Boumediene par Salem Zantar, président du groupe parlementaire d'amitié algéro-coréenne. Le programme de la visite comprend des entretiens avec leurs homologues de l'Assemblée populaire nationale ainsi que des rencontres avec plusieurs responsables des deux chambres du Parlement. La visite se conclura par la découverte de quelques sites emblématiques en Algérie. Au Soudan, 114 civils ont été tués en l'espace d'une semaine dans le Darfour Nord, où les combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires se sont multipliés. 51 civils ont été tués dans des frappes de drones de l'armée sur la ville d'El Zolq, où se trouve la résidence familiale du chef des paramilitaires. Le général Mohamed Daglo a indiqué une source médicale de l'hôpital de la ville. Une autre source médicale a fait état de 63 civils tués à Kernoua, près de la frontière tchadienne, en plus de 57 blessés et 17 personnes portées disparues en une semaine dans des attaques attribuées, cette fois aux paramilitaires des forces de soutien rapide.
Plus de 30 personnes ont été tuées et plusieurs autres enlevées samedi par des gangs criminels dans l'État du Niger, situé dans le centre-nord du Nigeria, a affirmé ou annoncé dimanche la police. Mercredi, 9 autres personnes ont été tuées par des hommes armés lors des célébrations du Nouvel An dans l'État de Plateau, au centre-nord du Nigeria. L'attaque s'est produite dans le village de Chigui, district de Vouang, dans la zone du gouvernement local de Jos Sud, alors que les habitants s'étaient rassemblés pour les festivités traditionnelles de la nuit de passage à la nouvelle année. Et en sport football, l'équipe d'Algérie poursuit ses préparatifs en prévision du 8e de finale contre la RD Congo. Ce mardi, les Verts restent concentrés et déterminés à maintenir leur dynamique positive. Le staff technique pourrait apporter quelques ajustements pour aborder ce match décisif. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.